Bonjour et merci de nous retrouver pour la suite de notre émission consacrée à la traduction des textes majeurs du bouddhisme tibétain. Un travail de longue haleine, presque infini, mais tellement utile et passionnant, avions-nous découvert la semaine dernière, aux côtés de John Canty, le président de Padmakara. Ce comité, qui est aussi une maison d'édition, rassemble des traducteurs et des relecteurs de toute l'Europe qui nous rendent accessibles les textes fondamentaux des 4 grandes écoles du bouddhisme tibétain, en les traduisant dans leur langue maternelle. Nous rencontrons aujourd'hui Elena Blankleder et Woolstan Fletcher, partenaires à la vie comme à l'écrit, qui vont nous parler de leur mission de traducteur et du travail quotidien qu'ils exercent presque comme une pratique depuis des décennies. Bonjour Elena, bonjour Woolstan. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, vous êtes pratiquant bouddhiste, établi ici en Dordogne depuis quelques décennies, pour rester proche de la tradition vivante de vos maîtres spirituels. Vous avez fait des retraites de 3 ans, non loin d'ici, à Chanteloube. C'était dans les années 80, je crois, selon la tradition tibétaine. Vous êtes membre du comité de traduction Padmakara, membre fondateur. Ce comité, nous l'avons présenté la semaine dernière avec John Canty. Vous avez ainsi traduit du tibétain en langue anglaise de nombreux textes fondamentaux depuis plusieurs décennies, grâce au soutien de la Fondation Tsadra. Merci de nous présenter ce travail qui vous est cher. Alors, Elena, comment ça a commencé cet engagement pour la traduction en tibétain, du tibétain en langue anglaise? Cela a commencé en retraite. Pendant les sessions de méditation, je commençais à lire la biographie de Yeshe Tsogyal, une grande yogini tibétaine. Et je le lisais en tibétain, et puis je le trouvais vraiment très, très, très inspirant. Et donc, j'ai décidé qu'un jour, je le traduirais. Et puis, il y en avait d'autres textes que Tulku Pema Vanga Rinpoche nous a enseignés. Et là aussi, je me suis dit, oui, ça serait vraiment merveilleux de pouvoir les traduire. Et donc, c'est comme ça. C'est ma motivation première, oui. Et pour vous, Woolstan? C'est un peu pareil, c'est-à-dire à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de textes traduits, et donc pour les pratiques, justement, il fallait faire nos propres traductions. Et après la retraite, on est resté là à travailler justement sur la traduction pour fournir des textes pour les gens qui avaient du mal avec la langue tibétaine, et donc pour les rendre abordables pour les pratiquants. Alors, c'est un travail du quotidien. Est-ce que vous le vivez comme une mission particulière? C'est pas vraiment une mission, c'est quelque chose qui s'est passé comme ça. C'est-à-dire, on est resté là et Rinpoche nous a demandé de traduire certains textes. C'est cela. Il a vu qu'on pouvait traduire, et donc il a commencé à demander à traduire d'autres textes. Et donc, c'est comme ça que finalement, ça est devenu vraiment notre travail quotidien. Oui. Quelles sont les qualités requises pour traduire du tibétain en langue anglaise? Mais il y a toujours, avec toute traduction, il y a le côté langue source et le côté langue cible. Et donc, en ce qui concerne le tibétain, évidemment, il faut une compréhension de la langue. Mais en disant cela, il faut se rendre compte aussi que la langue écrite tibétaine a un côté un peu spécial, dans le sens que ce n'est pas la même langue exactement que la langue parlée. C'est une langue technique qui a été quasiment inventée dans le 8e siècle justement pour accueillir les enseignements bouddhistes venus de l'Inde, exprimés en sanskrit. Et donc, tandis que la langue parlée, comme toute autre langue, a évolué au fil des siècles, la langue écrite tibétaine est restée très stable. Très figée, on dirait. Beaucoup plus stable que chez les Français, chez les Anglais, par exemple. Entrer dans le monde des textes tibétains, c'est déjà une aventure dans un monde exotique, mais aussi c'est un voyage dans le temps. Parce que finalement, les maîtres du XXe siècle, les maîtres du XIVe siècle, ils écrivent exactement de la même façon. Et donc, ils sont quasiment des contemporains
Donc ça, c'est très intéressant parce qu'une fois qu'on a appris un peu de la langue classique, on a les moyens on a les clés pour une vaste littérature bouddhiste préservée dans la langue tibétaine. Mais il faut ajouter qu'il faut aussi comprendre, il faut avoir la connaissance du sujet, parce que énormément de sujets sont abordés. C'est vraiment une très grande richesse. Et chacun de ces sujets a son langage, à vrai dire. Et donc, il faut comprendre, il faut pouvoir, d'une certaine façon, déchiffrer vraiment les codes qui sont là. C'est un langage, pour moi, je dis toujours que c'est un langage codé. C'est tellement, il y a des expressions quelquefois qui sont tellement, tellement courtes, mais qui ont derrière un éventail de sens absolument incroyable. Et il faut pouvoir le situer dans le contexte. Oui, ce qui veut dire que c'est un travail extrêmement difficile, qui nécessite beaucoup de connaissances du contexte, etc. Vous travaillez particulièrement, vous, Ulstan et Elena, en duo, chez vous, à la maison. Comment vous pratiquez, entre guillemets, ce travail de traduction? Par quoi vous commencez? Est-ce que vous travaillez ensemble, communément? Bah, en général, c'est moi qui commence, qui est un peu en avant. Et puis, je déblaye vraiment le travail. Je fais le premier jet, que je revois beaucoup de fois. Les difficultés, je les vois avec soit nos maîtres s'ils sont disponibles ou avec Kenshin, notre professeur tibétain qui vient de temps en temps. Et puis, je déblaye vraiment le terrain. Et puis, c'est Woolston qui prend la suite, qui peaufine, qui me dit non, 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 ça, c'est pas bon. Par exemple, on a parlé tout à l'heure de la langue source. En ce qui concerne la langue cible, pour nous, la langue anglaise, en interprétant le sens, c'est toujours une question de traduire le sens d'un texte, de comprendre le sens et de le réexprimer dans Oui. une autre langue, n'est-ce pas? Mais il faut se rendre compte que l'anglais, comme le français d'ailleurs, c'est une langue qui a été formée pendant son histoire par la tradition judéo-chrétienne. Et donc, il y a énormément de mots qui ont toujours des résonances ou des nuances qui ne sont pas forcément bouddhistes. Et donc, très souvent, quand on utilise un terme, il faut trouver des façons de le présenter, de l'expliquer, pour que le lecteur ou la lectrice saisisse bien le contenu bouddhiste. Par exemple, le terme méditation, qui veut dire la concentration de l'esprit ou l'application de la vue ou l'entraînement dans l'amour et la compassion, etc., c'est plutôt une méditation analytique qui correspond bien au sens de méditation dans la tradition chrétienne. Par contre, quand on bascule sur la méditation, sur la nature de l'esprit, où on reste présent, à ce moment-là, c'est plutôt la contemplation dont on parle. Néanmoins, on utilise le terme méditation pour tout dans un contexte bouddhiste. Donc, c'est-à-dire il faut être sensible à ces différentes nuances. Alors, vous traduisez des enseignements, mais pourquoi est-ce que c'est fondamental aussi de traduire les commentaires qui ont fait autorité autour de ces enseignements? Vous voulez dire les textes racines, Oui. les textes sanscrits qui sont venus Voilà. au Tibet, qui ont été traduits? Parce qu'en général, c'est des textes qui sont assez courts et en vers. Et ces textes sont vraiment très, très difficiles à comprendre. Déjà, paraît-il, en sanskrit, c'était la même chose. C'est quand on voit les traductions des œuvres de Nagarjuna qui sont faites à partir du sanskrit, on a quelquefois plusieurs livres, plusieurs traductions qui donnent des sens tout à fait différents pour une chose. Et donc, au tibétain, la traduction tibétaine, elle est aussi très, comment dire, c'est très libre. Il n'y a pas, c'est pas comme en français très concis. Vous avez le sujet, le verbe, le complément, etc. Non, pas du tout. Donc, ça permet beaucoup de sortes d'interprétations. Et donc, c'est aussi pour ça que finalement, il y a plusieurs écoles du bouddhisme tibétain.
Oui, c'est une tradition très scolastique. Ouais. Et donc, on a, par exemple, il y a toute une littérature traduite, mais aussi une vaste littérature créée par les maîtres tibétains au fil des siècles, dans les différentes écoles, qui peuvent utiliser le même texte racine, mais avec des différentes interprétations qui sont exprimées dans les différents commentaires. Et donc ça, c'est déjà un défi. Oui. Mais très souvent, on suit le commentaire d'un maître qui est dans notre lignée, qui a donc qui a cette... on parle de lignée de transmission du sens ou de l'explication de l'œuvre. Pour vous, qu'est-ce qui est le plus difficile quand on se met à traduire un texte? Le plus difficile, quelquefois, c'est de trouver quelqu'un qui répondra à mes questions. C'est vraiment ça. Parce que c'est le sens qui prime. C'est facile de traduire les mots. Les mots, on les connaît, on connaît le sens de tous ces mots. Mais quelquefois, on est là, on voit tout, on comprend tous les mots. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Donc il faut souligner le fait que même si la littérature tibétaine est très vaste, néanmoins, la façon de lire n'est pas la même chose chez les Tibétains que chez nous. Et donc un Tibétain, il ne prend pas un texte tel quel, comme cela, et il ne s'attend pas à ce que le livre s'explique tout seul, comme chez nous, par exemple. Mais il y a toujours en parallèle une lignée d'explication qui est orale. Donc la tradition littéraire tibétaine est très orale en même temps. Parce que par exemple, là, on traduit quelque chose, c'est un maître du XIVe siècle, et puis il n'y a pas beaucoup de commentaires sur son œuvre. Par contre, il y a une lignée orale qui existe encore maintenant. Donc, on peut s'appuyer sur cela pour pouvoir traduire, sinon ça serait impossible. Est-ce que finalement, tout ce temps que vous consacrez à la traduction, tous ces jours, depuis des décennies, est-ce que finalement ce n'est pas une certaine façon, une façon de pratiquer? Oui, oui, certainement. Pas pour moi. Mais dans le sens que, dans les enseignements, quand on parle de la générosité, le don du dharma, c'est une façon de pratiquer la générosité. Donc, oui, c'est une mission, je suppose. Mais pas vraiment une pratique, quand même. Mais pas vraiment pour vous une pratique? Non. C'est plutôt une étude. On apprend énormément de choses. Parce que c'est en traduisant, on étudie. Parce qu'il faut chercher les sources d'autres sources. Mais pour moi, la pratique, c'est quand même une autre chose. C'est très intellectuel, la traduction. Merci beaucoup, Elena. Merci, Woolston, d'avoir eu la grande gentillesse de répondre à nos questions. Merci. C'était donc un entretien réalisé en Dordogne, au cœur des éditions Padmakara. Et pour prolonger un peu cette visite, nous vous suggérons la vie de Yeshe Tsogyal, souveraine du Tibet, de Yalwa Changchub et Namkhai Ngpo. Un recueil foisonnant qui plonge dans l'univers tibétain du 8e siècle, où la jeune épouse du roi va atteindre la complète réalisation spirituelle. Le trésor de précieuse qualité de Jigme Lingpa, écrit au XVIIIe siècle, accompagné du commentaire de Kangyu Rinpoche, qui a été le maître de la plupart des traducteurs de Padmakara. Perle d'ambroisie de Kunzang Palden, qui vécut au début du XXe siècle. C'est un commentaire de la marche vers l'éveil sur la conduite des bodhisattvas. Voilà, l'émission s'achève. Vous pouvez la revoir en replay durant un mois sur France TV. Très heureuse journée à tous et à la semaine prochaine. Merci.